Nous sommes chacun deux cités affrontées. Cette brève citation de Conjurer la peur du camarade Boucheron ici présent. En préambule, pour résumer le fil sur lequel nous tâchons d'avancer entre l'étranger extérieur, parfois désigné, parfois deviné, que les interventions des sciences de l'homme ont tenté de décrire au long de cette semaine de rencontres, comme réticente à mettre le nez dedans, et l'étranger intérieur, parfois inspiré, parfois mélancolique, que la littérature nous a proposé comme réticente à mettre le nez dehors. Je ne prétends pas ici, bien sûr, à une position de surplomb. Je cherche, moi aussi, l'Italie, c'est-à-dire la cité que je porte, et j'appréhende l'affrontement. Chacun aura bien senti ces jours-ci combien il a été impossible de ne pas tenir compte des événements extérieurs survenus depuis la précédente édition du banquet, combien il a été impossible de procéder par allusion, combien nous avons été tenus de désigner les choses. Les choses, les pièges mortels qui se referment sur nous les uns après les autres, politique étrangère, politique migratoire, politique intérieure, et nos difficultés à en desserrer les mâchoires, malgré qu'on en ait. Dans Prendre date, nous avons tenté de dire non tant ce qui nous est étranger que ce nous qui est étranger. Il l'est encore, très largement, même si des journées et des lieux comme ceux-ci témoignent toujours davantage, plus encore que d'un simple désir, d'une volonté de reformer communauté, même indécise, même mouvante, d'en prendre le risque par-delà nos réticences, la diversité de nos attentes et l'inévitable discorde qu'elle porte en germe. Et si elle est encore un peu calme, elle est quand même sortie de l'atonie. Les attentats à Paris en janvier, l'emprise grandissante de l'empire islamique et non l'État, comme l'a justement souligné Julien Loiseau, l'afflux des migrants qui, de Lampedusa à Calais, se noient dans les eaux glacées de notre cynisme ou s'échouent sur les sables de notre indifférence, lesquels sont mouvants et finissent donc par les engloutir, et jusqu'aux efforts effrayants des dirigeants européens pour désigner les Grecs comme des autres à abattre, tout dans l'actualité confirme la mise en œuvre d'une logique qui mise désormais gros sur les perspectives de profit engendrées par les destructions, toutes les destructions, y compris bien sûr celles des hommes, et surtout qu'elles misent ouvertement. Qu'elles finissent par s'y détruire elles-mêmes n'est qu'une mince consolation, car de toute façon, il y a fort à parier que nous y restions tous. La prise en compte de ces processus par l'image a été mise en évidence par Jean-Louis Comolli. Ceux d'entre nous qui ont suivi son séminaire l'ont mesuré parfois aux dépens de leur tranquillité d'esprit. Les clips de propagande des studios Daesh qu'il a montrés me sont apparus, et cela ne fait que renforcer leur force dévastatrice, comme la parfaite antithèse du robinet à plante coupe des télévisions occidentales, dont toutes les vannes sont ouvertes en période de crise, comme ce fut le cas en janvier, et qui ne montrent rien, partant ne disent rien non plus. Dans sa conférence lue par Serge Genco samedi soir, Colette Mazabrar a très opportunément évoqué Jean-Luc Godard. Et c'est évidemment à lui, ou à des cinéastes de sa trempe, je pense ici aux Serious Games d'Haroun Farroukhi, que devrait être confié le journal télévisé ou la réalisation d'un contrepoison puissant au poison mortel qu'injectent les clips de Daesh. Godard qui a dit à l'annonce du palmarès de Cannes en 2014 que si nous étions dans un monde normal, c'est le film syrien Eau argentée qui aurait eu la Palme d'Or. Car si nous laissons le monopole de la violence aux violents, le monopole de la mise en forme de la violence aux majors de la violence, il n'y a plus rien à parier et nous y resterons, car ce sont les violents qui l'emportent, pour citer l'évangile de Matthieu. Dans les semaines qui ont suivi la rédaction de Prendre date, et depuis, nous n'avons cessé et ne cessons de mesurer la progression des courants de moins en moins souterrains, de moins en moins souterrains dont les attentats ont révélé la présence, agitant nos eaux glacées. Et nous n'avons cessé non plus d'enregistrer la présence de contre-courants grâce auxquels nous sommes tous encore ici. Il se trouve que c'est du cinéma qu'est venu pour moi le premier encouragement, de deux cinéastes français
porteur de beaux noms français, de belles souches françaises, Rabat Amer Zaimesh et Tariq Teghia. Il n'est pas indifférent que ce soit ces noms-là qui portent deux des plus belles propositions de cinéma que nous ayons vues depuis longtemps, quand leurs homologues natifs de bourgades françaises de France se gargarisent de désolantes platitudes nombrilistes. Amer Zaimesh a donné une histoire de Judas entièrement tournée en Algérie avec un casting arabe pour remettre sur le métier la figure d'un juif de Palestine souriant et inspiré, et sortir de l'ombre celle du traître par excellence, fidèle compagnon et ami attentif, qui n'a possiblement jamais trahi personne, de quoi donner quelques sueurs froides aussi bien à nos voisins intégristes qu'à leurs homologues du califat ou de Jérusalem, si tant est d'ailleurs que ces gens-là s'intéressent réellement à ces questions-là. Dans la séquence d'ouverture de Révolution Zenge, réalisée entre 2010 et 2013, au fil mais aux marges du printemps arabe, est sorti à Paris quelques semaines après les attentats, le 11 mars 2015, Tariq Teghia filme une vague silhouette sortant lentement d'une brume de chaleur qui se précise jusqu'à devenir un homme entrant dans une ville désolée, désertée, dans les ruelles de laquelle de jeunes hommes cagoulés, fauves, souples, se déplacent dans un silence et une fluidité de libellule, disparaissent, réapparaissent, finissent par l'encercler pour savoir ce qu'il veut. Il est journaliste, il s'intéresse aux révoltes. Nous sommes dans le sud algérien, régulièrement secoués de spasmes de colère dont le bruit ne parvient jamais jusqu'à nous par les canaux de la télévision. Les jeunes hommes sont hautains, ils sont en colère. Leur souplesse magnifique ne leur servira à rien et ils le savent. Au journaliste qui va regagner Alger, ils lancent « Nos fantômes sont les vôtres ». Le film peut commencer, il ne traitera que de ça. Des fantômes qui entravent la marche des vivants, fantômes dont nous avons tant à apprendre, que nous avons tant à combattre. Rappelez-vous, nous sommes chacun deux cités affrontées. Ça vaut évidemment tous les journaux télévisés du monde. Les Zenges sont des esclaves noirs qui se sont révoltés à la fin du IXe siècle dans le sud de l'Irak. C'est sur cette histoire d'un lointain passé fondateur que le journaliste veut enquêter. Il pressent que les révoltes d'hier peuvent nourrir celles d'aujourd'hui. Il parie que l'histoire sert à quelque chose. Sa quête le mènera à Beyrouth, où il croisera une jeune femme de Thessalonique, à la fois pleinement partie prenante des révoltes de la jeunesse grecque, priée de payer les errements d'une classe politique corrompue jusqu'à l'os, avec la double bénédiction de l'Église orthodoxe et de l'Union européenne, et désireuse de renouer avec l'histoire de ses parents, palestiniens exilés à Beyrouth au début des années 80 avant d'atterrir en Grèce. Et sa quête s'achèvera dans le delta du Tigre et de l'Euphrate, vers Bassora, où sont censés se trouver des restes archéologiques de ce passage des Zenges dans l'histoire moyenne-orientale. Quand il arrive avec son guide au lieu en question, un désert au milieu des marais, il constate, désabusé, mais ici il n'y a rien, et le guide lui répond, il y a nous, et nous sommes vivants. Ça vaut, une fois encore, tous les journaux télévisés du monde. Les fantômes qui demain nous hanteront sont ceux que Daesh fabrique en ce moment, sous nos yeux, dont il filme la naissance avec une méticuleuse obscénité. L'Occident ne fait pas mieux, mais il ne filme rien, ou plutôt il filme à côté. Il filme le divertissement au sens pascalien du terme. Il modèle les formes qui forment les regards et enferme les corps vivants dessaisis de paroles dans des imitations de la vie, avec le gracieux concours des preneurs d'images français de France, évoqués à l'instant. Je ne suis pas certain que les corps noyés, tranchés, dynamités par Daesh, échoués, parqués en camp ou brisés dans le noir du tunnel sous la Manche par l'Europe, se montrent très compréhensifs, disposés au pardon, demain, quand ils se dresseront sur notre chemin. Mais ce n'est pas encore notre histoire. Pour l'instant, il y a nous, au milieu du delta, et nous sommes vivants. Il se peut que l'Europe où nous sommes ait signé son arrêt de mort voici quelques semaines. Souvenez-vous, c'est Wolfgang Schauble qui tenait le stylo. Au point où nous en sommes, cela n'a plus grande importance, car cette confondante irresponsabilité intellectuelle et politique ne nous serait d'aucun secours pour affronter ce qui vient.
Nous avons, Patrick Boucheron et moi, tiré quelques-uns des fils de notre sidération dans ce petit livre jaune, car contrairement aux fantômes que nous ne sommes pas encore, nous avons eu du mal à en revenir. Et je viens ici même de tirer très brièvement un fil de cinéma. Tout au banquet, chaque année, témoigne de cette activité de tissage à laquelle nous nous livrons ensemble. Car nous savons maintenant, mais au fond Murnau nous l'avait déjà dit en 1922 avec son Nosferatu, que nous devons passer le pont, laisser les fantômes venir à notre rencontre. Et même si la série Game of Thrones est l'allié objectif des studios Daesh, entre autres via un renouvellement de l'esthétique de la décapitation que l'une et l'autre raffinent un peu plus à chaque saison, je reprends à mon compte un de ces leitmotivs menaçants, « Winter is coming », l'hiver arrive, c'est-à-dire l'heure d'assembler les fils, de tisser plus serré, de consolider, de nous remettre sur le métier des vivants. Tisser les fils et les tisser plus serrés, cela me va. Car ce que nous devenons depuis janvier, nous ne le voyons que trop bien. Nous nous relâchons. Les affaires ont repris leur cours parce que la parole politique n'est plus tenue comme elle l'a été, lorsque physiquement nous avons fait pression sur ceux qui font profession de la porter. Tout de même, la différence saute aux yeux, ou aux oreilles, ou à la gueule, comme vous voulez. Sommes-nous condamnés à n'exister politiquement que par intermittence, à la faveur des grands crimes, et parce que soudainement nous prenons peur? Nous ne sommes condamnés à rien, sinon à cette exaspérante liberté des nantis, exaspérante parce que nous n'en faisons rien, en tout cas rien de bien. Nous devrions être vaccinés pourtant. Nous savons bien qu'il n'y a pas de grands hommes, seulement de grandes situations. Et nous savons tout aussi bien que ce qui fait la grandeur des situations, c'est la part qu'on y prend. Pourtant, regardez, cela saute aux yeux, ou aux oreilles, ou à la gueule. Dès que l'on lâche l'affaire, dès que l'on renonce à considérer que c'est notre affaire, ce sont les affaires qui reprennent. La leçon est simple, avec ténacité, en train, nous nous obstinons pourtant à l'oublier. Je suis sincèrement heureux que ce petit livre existe, et pourtant comme j'aurais été heureux qu'il n'existe pas. Il y a une question que l'on est en droit de poser aux écrivains qu'on aime, alors quel sera le prochain? Voilà bien ce dont on se garde de parler et qui nous réveille la nuit. À quand le prochain? Le prochain attentat? Le prochain crime? La prochaine guerre? La prochaine déchéance du nom de l'homme? Et que ferons-nous? Et où serons-nous? Avec qui? Dans quel état? Quand à nouveau cela aura lieu? En pire, évidemment, puisque en matière de terrorisme, on ne tolère que la surenchère. Seul le pire est possible. La question qui nous importe ici est donc de savoir si les heures heureuses que nous avons passées ensemble cette semaine nous seront d'une quelconque aide. Je veux croire que oui, puisque ce petit livre, on l'a dit, nous avons pu l'écrire ensemble parce que l'on s'était patiemment, silencieusement et surtout, j'allais dire, innocemment, au sens où nous ne le savions pas, ni l'un ni l'autre, préparés à l'écrire. Et nous nous étions préparés à l'écrire ici, au banquet du livre, pendant plusieurs années, ou plutôt durant plusieurs semaines chaque année, en parlant évidemment de toute autre chose, mais en apprenant à se reconnaître. Nous étions prêts et nous ne le savions pas. J'ai donc envie de dire ceci pour terminer. Le banquet du livre, peut-être, peut servir à cela. Non pas à nous distraire pendant une semaine, pas seulement à nous redonner du courage pour l'année qui vient, mais à faire en sorte que peut-être, quand cela aura lieu, nous serons non pas armés, ni préparés, mais disons un peu moins démunis, un peu moins ahuris, un peu moins désœuvrés. Voilà ce qui se passe ici. On se compte. Pas une foule, pas tout seul, quelques-uns. Cela suffit pourvu que ce quelques-uns soit chacun d'entre nous et ne soit pas seulement un entre nous. Cela suffit pourvu que ces quelques-uns ne soient pas toujours les mêmes.
Alors, le cas échéant, on sait sur qui on pourrait compter. Alors seulement le pire n'est pas certain. Vous vous souvenez peut-être qu'avant janvier 2015, avant ce que je préfère appeler finalement l'attaque de janvier 2015, plutôt que les attentats de janvier 2015, certains d'entre nous, mais pas tous, s'étaient un peu réconfortés ou ragaillardis à la lecture du livre « À nos amis ». On y lit ceci. L'idée simple que faire commune est un peu plus qu'une position de repli, quelque chose comme une morale politique minimale. Je cite, « Le propre de la situation à laquelle une commune fait face est qu'à s'y donner entièrement. On y trouve avec surprise sa propre force, une endurance et une inventivité que l'on ne se connaissait pas, et le bonheur qu'il y a à habiter stratégiquement et quotidiennement une situation d'exception. » Oui, le bonheur, pourquoi pas ? Pourquoi pas dès lors qu'on s'installe dans ce débord, dans la surprise des débordements, dans la possibilité de se laisser surprendre par ce que l'on n'attendait pas. On touche là, je pense, au cœur de l'énigme. Je vais parler pour moi. Après tout, nous sommes au bord de nous disperser. Pourquoi suis-je si heureux d'entendre chaque année des paroles, vos paroles, qui sont le plus souvent savantes, sérieuses, sombres, quand elles ne sont pas profondément déprimantes. Pourquoi est-ce si réjouissant, si gai, si entraînant, surtout, je dirais simplement parce qu'il y a une politique de l'amitié, c'est-à-dire un rassemblement qui fait de l'amitié sa politique. Faute de mieux, je ne crois pas, car c'est elle qui permet peut-être de faire une phrase un peu ferme, un peu tranchante, un peu efficace le jour venu avec ce qui nous est étranger. Gaël Obiegli avait raison de le dire tel quel, c'est une phrase inconséquente, puisqu'elle désigne ce qu'elle ne nomme pas. Elle attend donc, cette phrase, d'être employée à quelque chose. Nous avons, pendant une semaine, fait effort vers ce que l'on pourrait appeler simplement, banalement, la compréhension. Aller vers le lieu de l'autre. Telle est la responsabilité de la littérature, tel est le travail des sciences de l'homme. Et il faut le redire, quitte à paraître niais, puisque tout autour de nous conspire à faire assaut d'exclusion et que l'on célèbre avec enthousiasme en le parant du mot de vérité. En voilà un au moins qui dit la vérité, moi je n'ai pas peur de dire la vérité, les vérités qui dérangent, les Français ont droit à la vérité. Au fond, tout cela pour cacher ces assauts de ce que j'appelle l'exclusion, c'est-à-dire de tous ceux qui seront les plus sourds et les plus aveugles possibles à la compréhension de l'altérité. Donc ce travail, il est nécessaire, on le poursuivra avec acharnement, mais nous savons désormais qu'il ne suffira pas. C'est d'ailleurs ce qu'on a entendu cet après-midi. Avec Gilles Hanus, on a compris que comprendre, c'est relativiser, c'est-à-dire ramener l'autre à l'autre de quelqu'un. Avec Gabriel Martinez-Gros, on a compris que la compréhension de l'autre est une des armes de la paix que nous chérissons, qui est pleinement nôtre, mais qui ne nous protégera de rien. Alors, nous sommes en droit, oui, de dire ce qui nous est étranger. De décider, c'est-à-dire au sens propre, de trancher, de retrancher ce qui nous est étranger. Autrement dit, ce que nous décidons ensemble, politiquement, de ce qui doit nous rester étranger. Pour ma part, en relisant pour l'occasion ce prendre date, en me souvenant de ce que j'ai compris d'un coup, en discutant longuement avec Fethi Benslama lorsqu'il m'expliquait le sens de Shahid, l'idée donc que les tueurs tuaient parce qu'ils étaient eux-mêmes déjà morts. Alors oui, dans ce cas, si nous acceptons ça, nous serons les fantômes dont vient de parler Mathieu Riboulet. Et je dirais que ce qui nous est étranger, c'est cette manière-là de faire triompher la mort, cette pulsion de mort. Gilles l'a dit par d'autres biais et nous le disons à nouveau. Ce grand cri qui revient, viva la muerte, qui nous heurte de front, mais aussi toutes les petites démissions qui, dans l'ordinaire de nos vies, font progresser les passions mortifères, les renoncements, les étrécissements, les assombrissements. Demeurer les orphelins inconsolables de la triple mort dont parle Yannick Enel, la mort de Dieu, la mort de la poésie, la mort du politique, non. Cela ne se peut. Au nom de la vie même,
au nom du fait que nous sommes vivants, ce qui nous est étranger désormais, c'est de ne pas consentir aux derniers mots du livre, précisément parce qu'ils ne peuvent pas être les derniers mots. Tout est à refaire. Merci.